Je pense que M. François Gémen est un chercheur un peu partout, entre autres au ministère de la Défense, mais il s'occupe aussi de climatologie. Et il a maintenant la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation, pour votre accueil aujourd'hui. Et j'irai pour mon intervention exactement dans le sens de mon collègue et vous allez voir que j'arriverai exactement à la même conclusion par des moyens différents et par des moyens non économiques. Je commence par m'excuser du fait qu'il faudra peut-être que je parte un peu avant la fin du panel puisque je dois absolument prendre un train à 12h28 gare de l'Est. Mais vous allez voir, ça ira quand même. J'ai une grande habitude de course de fond dans les couloirs du métro. Nous discutons ici, pour ce panel, de ce que la santé des migrants, au fond, représente comme enjeu de société. Et je pense que quand on discute de cette question en tant qu'enjeu de société, particulièrement pour une assemblée comme la nôtre, qui est composée essentiellement, j'imagine, de personnes actives dans l'assistance, dans les soins aux migrants, je pense qu'évidemment, nous ne pouvons pas ne pas voir l'éléphant qui se trouve dans notre salle d'attente. Et cet éléphant, c'est bien entendu la mortalité stupéfiante des migrants avant qu'ils n'arrivent en France. Et bien entendu, nous sommes concernés par l'idée d'essayer de leur faire vivre la vie la meilleure possible, une fois en France, d'allonger au maximum leur durée de vie en soignant leurs blessures, leurs traumatismes et leurs maladies. Mais le fait est qu'avant d'arriver en France, beaucoup d'entre eux vont périr. Et que c'est leur voyage, leur parcours, et singulièrement les obstacles que nous allons dresser sur leur route, qui vont les faire périr. Nous sommes au début du mois d'avril. Sur les 3 premiers mois de l'année, plus de 500 sont déjà morts en Méditerranée. On a en Méditerranée pour le moment un taux de mortalité de l'ordre de 2%. C'est-à-dire qu'un migrant sur 50 qui va tenter la traversée n'arrivera pas à destination. Ceux d'entre vous qui sont médecins, imaginez que sur 50 patients que vous voyez à votre cabinet sur une journée, vous sachiez qu'à la fin de chaque journée, un de ces patients va mourir. Je pense sincèrement que c'est un taux de mortalité que vous n'accepteriez sans doute pas. Vous diriez, c'est ma responsabilité en tant que médecin de maintenir en vie ces 50 patients qui sont venus me voir aujourd'hui. C'est pourtant la réalité aujourd'hui des migrations vers l'Europe. Depuis 1990, au bas mot, il y a eu 40 000 morts. 40 000 personnes qui ont trouvé la mort alors qu'elles cherchaient l'Europe. Et je pense que le premier enjeu de société que nous ne pouvons pas ignorer dès lors qu'on se tracasse de la santé des migrants, aujourd'hui, c'est la violence des parcours migratoires. Et c'est aussi notre responsabilité dans cette violence. Parce que beaucoup des blessures et des traumatismes qui sont subis par les migrants au cours de leur parcours sont de notre fait. C'est le problème des démocraties. Nous sommes comptables et collectivement responsables des décisions que prennent nos gouvernements. Ce serait plus simple si nous vivions dans une dictature. Nous pourrions nous défausser des décisions de nos gouvernements, mais nous vivons en démocratie et donc nous en sommes collectivement comptables et responsables. Et pourquoi est-ce que nous portons une responsabilité dans ces blessures et ces traumatismes infligés aux migrants? D'abord parce que ce qui rend leur parcours si dangereux,
si périlleux, c'est avant tout le fait que nous ayons fermé les frontières extérieures. C'est cela qui leur impose de prendre tous les risques pour franchir ces frontières, puisque beaucoup d'entre eux ne peuvent les franchir légalement. C'est cela, peut-être aussi et surtout, qui a développé de façon aussi spectaculaire le business des passeurs. Ce qu'on oublie souvent dans le débat public, c'est que les migrants n'arrivent plus de leur pays d'origine vers la France en un seul trajet, comme cela a pu être le cas dans les années 50 ou 60, quand les gens migraient en France à partir de leur pays d'origine pour une raison précise. Souvent pour venir travailler dans les mines ou les usines métallurgiques, et on les échangeait contre du charbon. Aujourd'hui, nous avons des parcours migratoires qui sont très fragmentés, où il y a de très nombreuses étapes intermédiaires. Des parcours qui durent des semaines, des mois, des années, avec parfois des allers-retours, des bifurcations et des digressations. Et à chaque étape de ce parcours, de plus en plus interviennent des passeurs. Ce sont les passeurs qui contrôlent les différentes étapes de ce parcours, et ce sont aussi les passeurs qui infligent généralement violence, blessures et traumatismes aux migrants. C'est un système dont nous encourageons le développement. Plus nous allons fermer et surveiller les frontières, plus le business des passeurs va prospérer. Plus une frontière sera fermée, plus ceux qui ont absolument besoin de la franchir devront recourir au service des passeurs. Et donc nous sommes dans une formidable hypocrisie lorsque nous prétendons à la fois lutter contre les passeurs et fermer les frontières. Rien n'alimente davantage le business des passeurs que la fermeture et la surveillance des frontières. Et donc je pense qu'il faut d'abord être bien conscient de cela. Et puis bien entendu, il y a les enjeux pour la France. Une fois que les migrants sont arrivés à destination, même si la France n'est pas toujours leur destination finale, et beaucoup des migrants que vous aurez à soigner ou à traiter sont des gens qui sont en transit, et au fond, dans un monde de plus en plus globalisé et connecté, nous sommes peut-être tous et toutes quelque part en transit. Il y a une première difficulté politique que l'on a rappelée dans l'exposé précédent. Cette difficulté politique, c'est l'idée que le niveau de soins de santé offert dans un pays, que le niveau de couverture sociale soit un déterminant majeur du choix du pays de destination. Il faut absolument tordre le cou à ce canard. Toutes les études montrent que le niveau de soins de santé, le niveau de couverture sociale dans un pays n'est absolument pas un déterminant du choix du pays de destination. Et donc, contrairement, il faut le dire, à ce que croit le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, ce n'est pas parce que l'on va mieux soigner les migrants qu'il y aura davantage de migrants qui viendront en France. Ce n'est absolument pas cela qui détermine le niveau de migration vers un pays. Ce qui détermine le choix d'un pays, c'est la langue qui y est parlée, la présence de réseaux, de familles sur lesquels les migrants pourront s'appuyer, et la flexibilité du marché du travail. Ce n'est absolument pas le niveau de couverture sociale. Qui pourrait imaginer que les gens consentent à des voyages insensés, prennent tous les risques pour bénéficier de l'aide médicale d'État, dont souvent, et on l'a rappelé très justement, dont souvent beaucoup n'ont même pas conscience qu'ils peuvent bénéficier, et on l'a rappelé, et à laquelle beaucoup n'ont même pas recours. La deuxième idée, et la deuxième difficulté politique contre laquelle je crois nous devons lutter, c'est cette idée que les migrants représentent un groupe particulier. Si nous discutons de la santé des migrants, c'est évidemment parce qu'il s'agit, d'un point de vue, disons, épidémiologique, d'un groupe social qui a des besoins particuliers. On sait qu'il y a des besoins particuliers, notamment en termes de santé mentale, par rapport au traumatisme de l'arrachement, du déracinement, du parcours, et qu'il y a bien entendu des soins de santé qui doivent être appropriés, calibrés,
à la situation spécifique dans laquelle se trouvent les migrants. Le problème, c'est que de cette considération, disons, médicale, on va en faire un groupe social et politique. Vous qui êtes actif dans le secteur médical, vous savez qu'il y a d'autres groupes de patients avec des besoins particuliers. Les diabétiques, les myopes, les handicapés, etc., etc. Et je pourrais allonger la liste à l'infini sur à peu près toutes les pathologies connues. Pour autant, jamais dans le débat public, on ne va considérer que les myopes, par exemple, constituent un groupe social particulier. Ou pour prendre une affection encore plus bénigne, et pour être sûr de ne heurter personne dans la salle qui pourrait en être affecté, prenons les gauchers. Statistiquement, dans cette salle, il y a entre 12 et 15% de gauchers. Levez la main pour qu'on voit. Et entre 12 et 15%. C'est mon cas. Ça veut dire qu'il y a plus de gauchers en France que d'immigrés. Et comme vous le savez, pendant très longtemps, le fait d'être gaucher a été considéré comme une sorte de pathologie qui devait être corrigée, donc on forçait les gauchers à écrire de la main droite. Et on peut comprendre pourquoi. Les gauchers représentent un coût considérable pour la sécurité sociale. Nous sommes responsables de bien plus d'accidents domestiques que les droitiers, nous sommes responsables de bien plus d'accidents de la route que les droitiers. Certains disent même que nous avons un cerveau qui fonctionne un peu différemment. Et donc, si on voulait évaluer le coût des gauchers pour la sécurité sociale, j'ai l'impression qu'on trouverait des motifs tout à fait légitimes de considérer que tout le monde doit être droitier. J'ai même lu des études qui montraient que les gauchers avaient une espérance de vie plus réduite que celle des droitiers en raison du nombre incalculable d'accidents qu'ils causaient. Pour autant, jamais dans le débat public, on ne va faire des gauchers un groupe social particulier. Jamais je ne vais me présenter à quelqu'un en disant « Bonjour, je m'appelle François, je suis gaucher ». Jamais le fait d'être gaucher n'a été un élément consubstantiel de mon identité. Et je vivrais très mal, malgré le coût considérable que je représente pour la sécurité sociale, d'être en dehors du système général de la sécurité sociale. Je vivrais très mal le fait qu'on crée une aide médicale d'État pour gauchers. Et donc il me semble que nous devons nous interroger sur le fait et sur notre propension à désigner systématiquement les migrants au pluriel. Comme s'ils constituaient un groupe social formé, avec des revendications particulières, qui puisse quelque part nier l'individualité de chacun et qui puisse considérer que le fait d'être migrant devient consubstantiel de l'identité de ceux et de celles qui se trouvent dans cette situation particulière. Et je suis frappé du fait qu'on s'interroge toujours, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit mon collègue sur la nécessité de nous interroger sur cette réflexion, on s'interroge toujours sur les coûts que représentent les migrants pour les finances publiques, pour le système de sécurité sociale, etc., etc. Je pense qu'il faut pouvoir nous interroger sur notre obsession à toujours nous interroger sur les coûts des migrants, comme s'ils représentaient un groupe en dehors de la société. Sincèrement, je n'ai jamais vu d'études sur le coût des gauchers pour la sécurité sociale. Et donc, autant on souligne volontiers la contribution positive des migrants aux finances publiques, autant on souligne volontiers les apports de l'immigration, vous l'avez rappelé, autant on met souvent en avant quelques migrants particulièrement remarquables, les Marie Curie, prix Nobel et autres médaillés olympiques, autant la question qu'il faut nous poser, c'est au nom de quoi le faisons-nous? Et quand bien même les migrants représenteraient un coût considérable pour la sécurité sociale, et quand bien même
aucun d'entre eux ne gagnerait de prix Nobel ou de médaille olympique, est-ce que pour autant, ils seraient moins légitimes à faire partie de notre société? Un des principes essentiels de la profession médicale, c'est quand même l'universalité des soins. Pour ceux qui sont même actifs dans les secteurs d'urgence et d'assistance humanitaire, lorsque Dunant fonde la Croix-Rouge sur le champ de bataille de Solferino, l'idée c'est quand même de soigner tous les belligérants sans distinction de leur nationalité. Parce qu'une victime est une victime, parce que quelqu'un a besoin de soins et quelqu'un a besoin de soins. Et donc, à partir de là, je pense qu'il faut pouvoir nous interroger sur la manière dont nous allons désigner les migrants comme s'ils étaient un groupe à part de la société. Et effectivement, ce qui fait société, c'est la solidarité entre tous les individus qui la composent. Si nous sommes aussi attachés à notre système de sécurité sociale, si nous en sommes aussi fiers, combien de fois n'ai-je entendu que le système de sécurité sociale français était le meilleur du monde? On dit exactement la même chose en Belgique. Il faudra un jour trancher. Mais si nous sommes si fiers de notre système de sécurité sociale, c'est parce qu'il crée la solidarité entre tous les individus qui font partie de la société. Et nous savons que chacun, à un moment donné, nous pourrons en avoir besoin. Quand nous serons malades, quand nous serons blessés, quand nous serons âgés. Et nous savons que chacun, à d'autres moments de notre vie, nous avons contribué, nous avons été des contributeurs nets au système de sécurité sociale. Et nous considérons absolument normal que les malades, les blessés, les handicapés, les personnes plus âgées en bénéficient parce que nous les reconnaissons comme faisant partie de notre société. Et quelque part, en plaçant les migrants dans un système à part, qui est celui de l'aide médicale d'État, quelque part, nous endossons un peu l'idée qu'ils ne font pas vraiment partie de la société. Et que, comme on l'a rappelé, il leur faut un régime spécifique parce que nous ne les acceptons pas vraiment comme partie intégrante de notre société. Et nous sommes pris ici dans un véritable étau. Autant il faut bien entendu défendre absolument le régime de l'aide médicale d'État, qui, comme on l'a rappelé, subit chaque jour les coups de butoir et les attaques de discours populistes et souvent d'ailleurs tout à fait infondés. Parce qu'on sait bien que si l'on venait à toucher à un cheveu de ce régime, il disparaîtrait pour de bon. Mais en même temps, je ne peux pas me résoudre à l'idée que les migrants ne soient pas intégrés dans le régime général de la sécurité sociale. Je ne peux pas me résoudre à cette idée en tant que société que nous considérions les migrants comme différents de nous-mêmes, comme à part de la société. Et il me semble que le grand enjeu collectif pour la France, mais pour nos sociétés européennes dans leur ensemble, c'est de reconnaître enfin les migrants comme une partie intégrante de nous-mêmes, et certainement leur intégration au régime général de la sécurité sociale participerait de cela. Nous savons malheureusement que c'est impossible en l'état actuel du débat politique. Merci beaucoup.